Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici réunis pour ce conseil d'agglomération qui se tient toujours en visio et nous l'espérons tous pour la dernière fois. Pour ouvrir la séance, le quorum semble atteint. Je vais procéder à l'appel toutefois. Angélique Pasquereau. Présente. Jean-Louis Tessier. Bonsoir, président. Sébastien Grelot. Michel Grelier. Présente. Yannick David. Présent. Christine Rambaud-Bossard. Présente. François Gillet. Présent. Cécile Dreur. Présente. David Belly. Christine Rampillon. Présente. Marie-Claude Moreau. Présente. Manuel Guibert. Présent. Angie Leboeuf. Présente. Jackie Godard. Présent. Gisèle Séverin. Présente. Pascal Thibault. Pascal Thibault. Thierry Ganachot. Présent. Christophe Hermouet. Présent. Laurence Beaupeu. Laurence Beaupeu. Luc Boire est présent. Anne Aubin-Sicard. Malik Abdallah. Malik Abdallah. Sylvie Durand. Sylvie Durand. Bernard Queneau donne pouvoir à Philippe Portet. Pardon. Nathalie Non, il est Goss- présent pour le début de l'assemblée, le début de la réunion. Ah, tu es présent pour le début, d'accord. Oui. Nathalie Gosselin. Bonsoir. Sébastien Alain. Frédéric Pépin. Bonsoir. Présente. Maximilien Schnell. Maximilien Schnell. Françoise Reynaud. Bonjour à tous. Pierre Lefebvre donne son pouvoir à Patrick Durand. Sophie Montalétan. Bonsoir. Présente. Patrick Durand. Présent. Il a dit présent. Oui. Jacques Bessot. Bonsoir, présent. Patricia Lejeune. Bonsoir. Présente. Philippe Portet. Philippe Portet. Dominique Boisseau-Rapito. Présente. Bonsoir. Guy Battiot. Guy Battiot. Oui, présent. Martine Chantecaille. Présente. Bonsoir. Stéphane Ibarra. Bonsoir, présent. Florence Lemaire. Oui. Bonsoir. Nicolas Larry. Bonsoir, présent. Bernadette Barré-Idier. Présente. Alexandra Gaborio. Alexandra Gaborio. Laurent Favreau. Présent. Joël Delamure a donné son pouvoir à Laurent Favreau. Je reprends pour les absents. Sébastien Grelot. Pardon? Il y a un fond avec les... Pascal Thibault. Présent. Laurence Beaupeu. Malik Abdallah. Il était en réunion en bas, mais il a fini ou pas? Il n'a pas fini. Ouais, ok. Sylvie Durand. Sébastien Alain. Maximilien Schnell.
Présent. Philippe Porté. Alexandra Gaborio. Présente. Merci. Le quorum est atteint. Donc, dans notre séance, je vais demander à David Belli d'être notre secrétaire de séance. Avec plaisir, dit-il. Nous avons déjà donné la liste des pouvoirs. Joël Delamure pour Laurent Favreau, Bernard Queneau pour le début de la séance, la fin de séance à Philippe Porté, Pierre Lefebvre qui donne son pouvoir à Patrick Durand. La première chose à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du Conseil d'agglomération du 6 avril 2021. Avez-vous des commentaires? Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Le procès verbal est adopté. Est approuvé. Sur le déroulé de la séance, sur la question 2, elle sera retirée de l'ordre du jour. Elle traitait de changements dans des commissions de la part d'une commune. Et pour ne pas avoir à recommencer à chaque séance pour changer quelques membres dans une commune ou dans l'autre, ce qu'on peut comprendre, hein, puisque c'est l'adaptation, j'ai proposé à l'ensemble des maires de l'agglomération de faire le tour des commissions et de vérifier s'il y a des personnes à changer ou non de commission. Et nous passerons l'ensemble de ces modifications au prochain conseil qui aura lieu le 6 juillet. Voilà. Pendant la question numéro 4, il s'agira de l'approbation du compte administratif 2020, traitant du budget principal et des budgets annexes. Et je placerai la séance sous la responsabilité et la présidence de Yannick David. Et bien évidemment, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales, je sortirai de la salle. Je vous rappelle, pensez à éteindre vos caméras pendant le conseil pour des raisons de flux et de facilité de lecture. Merci à toutes et à tous, et je dirais bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct ce soir sur les liens qui ont été donnés par l'agglomération pour suivre en visio ce conseil. La première délibération traite des lieux de réunion des assemblées communautaires. Vous savez que le conseil se tient habituellement au 54 rue Goscinny, et pour répondre à la crise du Covid-19, nous l'avons placé à partir du mois de juin 2020 dans la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche. Or, nous avons changé en cours de route, puisque après le second confinement, nous avons décidé de revenir à une séance de visio jusqu'à la fin des confinements. Or, depuis, la salle du Bourg-sous-la-Roche est utilisée pour abriter le centre de vaccination, qui aujourd'hui vaccine 1500 personnes par jour à peu près. Nous devons donc trouver un autre lieu pour tenir nos assemblées. Et je vous propose que nos prochaines séances se déroulent dans l'auditorium du Ciel, rue Allende, pour avoir des conditions matérielles et sanitaires satisfaisantes, sans doute confortable au niveau des sièges, un peu moins confortable au niveau du travail, puisqu'il n'y aura pas de tablette. Il faudra que chacun se prépare à ça. Ce sera bien sûr temporaire tant que durera le centre de vaccination sous sa forme actuelle. Mais je vous demande d'approuver cette proposition. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. La délibération numéro 2 est donc retirée. Nous allons passer à la numéro 3 sur l'approbation des comptes de gestion 2020, le budget principal et les budgets annexes. Et je vais laisser la parole à Manuel Guibert. Merci. Donc, il vous est proposé d'approuver le compte de gestion 2020 donc, dressé par notre trésorier, aussi bien pour le budget principal que pour les budgets annexes. Donc, ceux-ci sont bien évidemment conformes au compte administratif qui va vous être représenté dans un instant.
Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Nicolas Larry, Martine Chantecaille, Florence Lemaire, Guy Battiot, Stéphane Ibarra. Merci. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la délibération numéro 4, mais pour cela, je laisse la parole à Yannick David. Bien, puisqu'il me revient de présider cette délibération, enfin en tout cas le temps de cette délibération, puisque le Code général interdit au président en exercice de le faire, puisqu'nous devons nous prononcer sur son propre compte administratif. Monsieur le vice-président chargé des finances, tu as la parole. Merci. Donc comme habituellement, pour présenter le compte administratif, donc vous avez divers supports donc annexés au rapport. Donc vous avez le rapport détaillé qui vous était joint et nous allons vous présenter donc la présentation synthétique sous forme de diaporama. J'en profite pour remercier la direction des finances et les services pour la confection de ces documents, ainsi que des maquettes budgétaires que vous avez également en annexe au rapport. Et à noter enfin que ce sera le dernier compte administratif sous cette forme, parce que vous vous souvenez donc à l'année prochaine nous aurons le compte financier unique qui fusionnera donc le compte de gestion et le compte administratif. Donc compte administratif 2020 qui retrace donc notre exécution budgétaire, aussi bien pour les budgets, le budget principal que pour les budgets annexes. Donc année 2020 marquée par différents événements, donc la crise sanitaire évidemment qui a impacté, on le verra, à la fois nos recettes, nos dépenses et également par conséquent nos niveaux d'épargne. Autre fait marquant, la mise en service de la première tranche de notre complexe aquatique et puis la poursuite évidemment de notre programme d'investissement. Donc première partie sur les recettes réelles de fonctionnement. Donc nous avons perçu au total en 2020 72,87 millions d'euros. Donc en baisse par rapport à 2019 de 4,28%. Donc vous avez l'évolution sur le diaporama donc de 2018 à 2020 avec les différentes rubriques qui composent nos recettes de fonctionnement. Donc on va présenter, on va détailler juste après. Donc sur la diapo suivante, vous avez la répartition de nos recettes réelles de fonctionnement, donc avec la part de chaque rubrique. Donc on voit que plus de la moitié de nos recettes réelles sont composées de la fiscalité, donc part importante. Donc justement, donc s'agissant de la fiscalité directe, si on rentre un peu plus dans le détail, donc on le sait, donc elle est composée à la fois d'impôts ménages et d'impôts économiques, donc d'impôts ménages pour un tiers et des impôts économiques pour 2 tiers. Donc vous avez ensuite le détail des différentes composantes. Alors pour les impôts ménages tout d'abord, donc si on rentre dans le détail, donc ceux-ci ont progressé en 2020 de 2,84% par rapport à 2019, soit un produit donc supplémentaire de 393 000 euros. Donc vous le voyez dans le tableau, donc l'évolution principale donc, provient donc, de l'évolution de la taxe d'habitation avec plus 330 000 et de la taxe foncière sur le bâti plus 52 000. Donc ces évolutions sont dues à la revalorisation notamment et à l'évolution des bases. Et pour rappel, nos taux sont restés stables en 2020. Pour les impôts économiques ensuite, donc les impôts économiques réellement perçus, donc eux aussi ont progressé en 2020 de 4,23% par rapport à l'année dernière, par rapport à 2019. Donc avec une évolution importante de la CVAE, plus 5,63%. Alors vous avez en commentaire l'explication, donc pour rappel, ce produit de CVAE, donc en 2020, donc est basé, il y a toujours un décalage de 2 ans, donc est basé sur la valeur ajoutée de 2018, évidemment, année qui n'a pas été affectée par les 2 confinements subis lors de la crise sanitaire de l'année dernière. Ensuite, pour la CFE, on voit aussi l'évolution de plus 3,89%. Donc là, ceci est dû à l'évolution de nos bases, qui a été importante, donc ce qui montre le dynamisme de notre territoire. Et autre précision, donc le dégrèvement exceptionnel, vous vous souvenez, qui a été accordé, sera finalement impacté sur le produit fiscal 2021. Et enfin, pour terminer sur cette diapo, donc la TASCOM aussi, on voit l'évolution entre 2018 et 2019. Vous avez la précision, donc c'est dû en fait au versement d'un acompte de 50% au titre de la TASCOM 2019 d'un établissement versé à tort en 2018. Donc sur la diapositive suivante, on a retraité en fait cet élément et à la TASCOM, et on constate en réalité que les impôts économiques ont progressé de 3,41% en 2020 et non pas de 4,23%. Soit un produit fiscal supplémentaire quand même de 732 000 euros, ce qui a donné lieu au versement d'une DSC économie, d'une dotation de solidarité pour les communes de l'agglo. Donc encore une fois, on voit que toutes ces évolutions de nos impôts économiques confirment la dynamique de croissance des entreprises du territoire.
Donc toujours au niveau des recettes de fonctionnement, cette fois donc s'agissant des concours financiers de l'État. Donc première composante, la DGF, qui a progressé, enfin qui est restée stable plutôt, plus 0,04%, avec deux composantes, la dotation d'intercommunalité, qui elle a progressé d'un peu plus de 10%, suite à une modification de son calcul, et la dotation de compensation qui a légèrement baissé d'un 83%, compte tenu des écrêtements, vous le savez, donc décidés par le comité des finances locales. Donc pour rappel aussi, de 2013 à 2020, la perte cumulée de nos ressources de DGF s'élève à un peu plus de 20 millions d'euros. Donc toujours en ce qui concerne les concours financiers de l'État, donc après la DGF, donc le FPIC, autre composante. Donc après 3 prélèvements opérés en 2017, 2018 et 2019, l'agglomération n'a pas subi de prélèvement en 2020 et a vu son reversement progresser de 143 000 euros, ce qui nous donne un total net versé d'un peu plus de près de 2,7 millions en 2020. Enfin, pour terminer sur les recettes de fonctionnement, donc pour les autres recettes, donc s'agissant des attributions et participations, donc des subventions reçues, donc au titre de 2020, donc cela atteint un peu plus de 5,90 millions d'euros, donc en stabilité, en maintien par rapport à 2019, notamment du fait de la CAF qui a bien compensé les pertes de recettes des usagers de nos structures petite enfance. S'agissant des produits de service ensuite, donc diminution là évidemment importante de 7,83%, compte tenu de la fermeture de nos services, notamment donc aux piscines, à la patinoire, aux structures petite enfance, les recettes des transports scolaires qui ont chuté également, et enfin les remboursements de frais aussi de personnel et des frais généraux aux budgets annexes. Les atténuations de charges, légère diminution de 200 000 suite aux modifications des conditions de contrat d'assurance. Les autres produits de gestion courante, diminution de 1,91 million d'euros en raison de régularisation comptable pour la clôture des budgets annexes des zones d'activité. Et enfin, les produits exceptionnels ont diminution de 1,53 million d'euros du fait d'un volume moins important de cession. Donc voilà pour les recettes réelles de fonctionnement. S'agissant maintenant des dépenses réelles de fonctionnement, donc cette fois, donc légère baisse, légère diminution par rapport à 2019 de 0,42%, avec un montant total de 65,5 millions d'euros. Donc là encore, vous avez l'évolution de 2018 à 2020, avec les différentes rubriques de ces dépenses, qu'on va détailler par la suite. Donc vous avez également la présentation en composante par rubrique, donc avec la part donc en premier poste de nos charges de personnel, suivi juste après des reversements aux communes, avec les atténuations de produits, qui représentent quand même près d'un tiers de nos dépenses de fonctionnement. Donc si on rentre dans le détail des dépenses de personnel, donc le montant net de nos dépenses de personnel est de 16,91 millions d'euros en 2020, en diminution légère de 0,58%. Alors à noter quand même qu'entre 2019 et 2020, les dépenses de personnel ont connu un certain nombre d'évolutions. Donc tout d'abord, en année pleine, ont été pris en compte la garantie de prévoyance accordée aux agents de la collectivité, ainsi que l'augmentation aussi de la participation au financement accordé pour les bénéficiaires d'une complémentaire santé labellisée. Donc ces mesures ont un impact évidemment direct sur le pouvoir d'achat de nos agents. Poursuite également en 2020 de la politique d'avancement et de promotion favorable aux agents, donc 107 agents concernés l'année dernière. Le recrutement des postes aussi bien sûr pour le complexe aquatique, 17 équivalents temps plein. L'ouverture du RIFSEP au dernier cadre d'emploi concerné, le versement de la prime Covid aux agents concernés également, et enfin donc évidemment ce qui explique la légère baisse, le moindre recours au remplacement du fait de la crise dans nos structures petite enfance, compte tenu des fermetures. Et puis la baisse aussi des cotisations pour l'assurance du personnel. Enfin, pour terminer sur les dépenses de fonctionnement, donc les autres dépenses, les explications d'évolution, donc pour les charges à caractère général, baisse de 2,70% avec un montant de 9,77 millions d'euros. Donc diminution compte tenu de la crise, là encore, et de la fermeture des équipements accueillant du public. Pour les reversements aux communes, donc cette fois donc un peu plus de 20 millions d'euros. Donc on l'a vu tout à l'heure, un deuxième poste de nos dépenses de fonctionnement. Donc avec en plus en 2020 donc le versement d'une DSC économie, on l'a vu tout à l'heure. Pour les autres charges de gestion courante, hausse importante de 8,76%. Donc avec les subventions accordées aux associations et organismes
enfin aux entreprises compte tenu de la crise, donc qui montrent notre soutien important, exceptionnel à tous ces organismes de notre territoire. Pour les charges financières, donc un peu moins de 700 000 euros, en hausse également, compte tenu des intérêts payés sur les emprunts nouveaux nécessaires au financement de notre PPI. Et enfin, les charges exceptionnelles, 154 000 euros, qui concernent l'annulation de titres sur exercice antérieur. Donc un résultat de clôture de fonctionnement, compte tenu de ces dépenses et de ces recettes, qui s'élève à un peu plus de 4,2 millions d'euros en 2020. Et vous avez la décomposition avec le rappel du résultat 2020 reporté et du résultat de l'exercice 2020. Donc un petit focus sur l'impact financier de la crise sur le budget. Là, on en parle un petit peu depuis le début. Donc une petite synthèse. Donc pour info, donc la crise a quand même impacté nos recettes de fonctionnement, nos dépenses également de fonctionnement et nos dépenses d'investissement pour un total de 2 millions d'euros. Donc en recettes de fonctionnement, donc les baisses de recettes des usagers, on en a parlé, près de 900 000 euros. La taxe de séjour, qui a chuté évidemment en 2020, forte baisse de moins 123 000 euros. Les participations, donc on l'a dit aussi tout à l'heure pour la CAF, qui ont été assez importantes, donc 250 000 euros pour compenser les pertes de recettes des usagers. La participation de l'État, 54 800 aussi pour l'achat de masques, et des reports de loyers qui n'ont pas d'incidence sur le budget, mais uniquement au niveau de trésorerie. Donc une perte de recettes d'environ 700 000 euros en recettes de fonctionnement. Pour les dépenses de fonctionnement, donc évidemment des dépenses supplémentaires, notamment dans les charges à caractère général, liées au protocole sanitaire, en contrepartie évidemment des économies liées aux fermetures. Les subventions donc, versées à la fois aux associations et aux entreprises, donc un peu plus de 400 000 euros au total. Subventions aussi au département pour l'achat de masques, et puis évidemment la subvention d'équilibre au budget transport aussi, pour la baisse du versement transport payé par les entreprises. Et en dépenses d'investissement, les avances aussi remboursables, l'abondement au fonds résilience de la région, 200 000, et puis diverses dépenses liées au télétravail et au surcoût de marché public, 300 000, donc près d'1,3 million en dépenses, soit l'impact global de 2 millions d'euros. Donc en conséquence, au niveau de notre épargne, donc vous avez l'évolution de 2018 à 2020 de l'épargne, à la fois d'épargne de gestion, de l'épargne brute et de l'épargne nette. Donc l'épargne de gestion en 2020 s'élève à 7,73 millions d'euros, contre un petit peu plus de 10 millions l'année 2019. Donc ensuite, après prise en compte de l'annuité en capital, de la dette et des frais financiers, l'épargne nette, on le voit, se proche des 4 millions d'euros, donc en diminution bien évidemment par rapport à 2019. Mais donc si on corrige en fait ces dépenses et les recettes là, avec l'impact de la crise, on vient de le voir, les 2 millions d'euros précédemment, et également en retraitant les éléments liés à la clôture des budgets annexes des zones d'activité qui faussent les écritures là, en 2019, on en a parlé. Donc notre épargne se situerait finalement autour de 5,4 millions d'euros, donc bien au-delà, finalement bien supérieur à 2018 ou 2019. Et pour rappel également, l'épargne nette projetée pour 2020 au DOB s'élevait à 3,18 millions d'euros. On voit qu'on a aussi dépassé ce montant. Donc ensuite, pour la dette, donc la dette du budget principal, donc l'encours de dette s'élève à 50,47 millions d'euros au 31 décembre 2020. Donc l'AGLO a en effet contracté des emprunts pour un tout petit peu plus de 10 millions d'euros, donc qui a permis de financer plus de 22 millions d'euros d'investissement sur l'année, soit un taux de recours à l'emprunt de 48% pour financer nos investissements. Donc l'annuité de la dette s'élève à 3,79 millions d'euros, donc vous avez la décomposition entre les intérêts et le capital sur la diapo. Donc on le voit, donc un endettement oui en hausse, mais maîtrisé, car l'encours représente, pour information, 69,3% de nos recettes de fonctionnement, contre un peu plus donc près de 78% pour les EPCI de même strate. Alors justement au niveau des ratios, donc vous avez l'évolution des ratios de 2018 à 2020, et la comparaison avec la moyenne de la strate, donc à la fois pour l'encours de dette en euros par habitant, pour l'annuité de la dette ou pour le ratio de désendettement. Donc pour l'encours et l'annuité de dette par habitant, donc on le voit, donc 500 € en 2020, 38 € à la fin de l'exercice, seulement donc en consolidant le budget principal et les budgets annexes, ce qui est vraiment le plus important et ce qui est comparable par rapport à l'ensemble des autres EPCI de même strate, parce que d'une communauté d'agglomération à l'autre, les modes de gestion sont différents. Certains gèrent plus ou moins leurs activités en budgets annexes. Donc si on consolide la totalité, on voit que notre encours de dette par habitant s'établit à 580 € par habitant, à un niveau nettement inférieur à celui
des communautés d'agglomération de même strate, qui s'élève lui à 645 €. Et en plus, à noter que le chiffre pour la moyenne de la strate est de 2019, alors que nous, bien évidemment, le nôtre correspond au compte administratif 2020. Enfin, pour la capacité de désendettement, donc là, qui indique la durée pour rembourser l'intégralité de la dette en y consacrant la totalité de l'épargne brute. Donc elle s'élève pour notre agglomération à 7,19 ans en 2020, donc largement inférieure au seuil d'alerte, tout le monde le sait, de 10 ou 12 ans. Et pour rappel, elle était estimée à près de 8 ans lors de notre DOB, et elle s'élèverait, si on corrigeait encore les effets Covid, à un peu moins de 6 ans. Donc là encore, ces ratios démontrent que l'agglomération dispose bien évidemment de marge de manœuvre pour financer son programme d'investissement. Donc là, des budgets annexes, les budgets annexes, eux, bien sûr, poursuivent leur désendettement avec une baisse de près de 600 000 €, oui, environ. Donc vous avez les 3 budgets annexes concernés qui ont de l'emprunt, donc les 2 budgets annexes assainissement collectif et le budget annexe des transports. Donc si on passe maintenant à l'investissement, donc pour les recettes réelles d'investissement, donc le montant total de nos recettes réelles d'investissement s'est élevé pour 2020 à un peu plus de 13,3 millions d'euros. Donc là aussi en baisse par rapport à 2019. Des baisses qui s'expliquent pour les dotations, par exemple fonds divers ou réserves, par une diminution des versements de l'État pour les aides à la pierre ou une diminution de notre FCTVA. Pour les subventions d'investissement, bien sûr, baisse également compte tenu du bref arrêt des travaux liés à cause de la crise sanitaire. Et puis pour les autres diminutions, pour les dernières rubriques, celles-ci sont liées principalement à des écritures de régularisation. Donc ensuite pour les dépenses réelles d'investissement, donc elles s'élèvent en 2020 à 24,34 millions d'euros, et en diminution là aussi par rapport à 2019. Donc à noter toutefois que le total des dépenses d'équipement, tout budget confondu, s'élève, donc si on y agrège les budgets annexes pour 2020, à un peu plus de 27,58 millions d'euros. Donc le pourcentage d'exécution aussi des crédits inscrits au PPI pour l'année est de 74%, reste à réaliser compris. Donc vous avez ensuite là sur cette diapo donc les principales opérations, principaux investissements effectués en 2020. Donc bien évidemment en premier lieu le complexe aquatique avec près de 14 millions d'euros. Les aides à l'habitat public privé 2,39 millions d'euros. Les travaux pour les eaux pluviales 1,50 millions d'euros. Les travaux dans nos structures petite enfance avec près de 1,6 million d'euros. Dans les zones d'activité, près de 2 millions d'euros. Pour les transports, donc contournement nord et sud, déplacement doux, un peu plus de 2,2 millions d'euros. Et puis ensuite, vous avez donc les travaux à l'aérodrome, 380 000 euros, la salle KM, 367 000 euros, le parc des expos, 730 000 euros, et bien sûr les fonds de concours aux communes, avec un peu plus d'1,2 million. Donc le résultat de clôture de la section d'investissement s'élève à moins 3,43 millions d'euros. Donc vous avez la décomposition à l'écran, avec pour rappel le résultat de clôture 2019 et celui de 2020. Donc en y ajoutant le solde positif des restes à réaliser, qui est d'un peu plus de 2,5 millions, donc notre besoin de financement de la section d'investissement, on le verra tout à l'heure dans l'affectation des résultats, donc se monte à 861 411,55 €. Donc le résultat global de clôture pour le budget principal, donc le compte administratif 2020 présente un résultat de 3,36 millions d'euros. Donc vous avez la décomposition avec le rappel des chiffres que l'on vient de détailler précédemment. Donc voilà pour le budget principal, et enfin donc pour les budgets annexes. Donc pour le budget annexe d'abord assainissement non collectif. Donc des dépenses réelles de fonctionnement qui se sont élevées à 79 000, un peu plus de 79 000 euros. Donc en baisse de 52% par rapport à 2019. Des recettes réelles de fonctionnement qui, elles, ont été réalisées pour un peu plus de 76 000 euros, avec une subvention d'équilibre du budget principal de 42 300 euros. Budget annexe assainissement collectif pour les communes donc en DSP. Donc les recettes réelles de fonctionnement là ont diminué de 30%, s'établissent à 1,22 million d'euros. Donc baisse qui s'explique par le changement de mode de gestion de la commune de la Ferrière. Les dépenses réelles de fonctionnement pour ce budget annexe, donc 359 000 euros en augmentation là de 2,18% par rapport à 2019. Et enfin des dépenses réelles d'investissement de 812 000 euros et des recettes d'investissement de 87 000 euros. Budget annexe assainissement toujours collectif, mais cette fois pour les contrats de prestation de services. Donc cette fois, donc, la commune de la Ferrière y est intégrée depuis le 1er juillet.
Donc les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées pour ce budget annexe à 1,42 million d'euros et 2,19 millions d'euros pour les recettes. En investissement, des dépenses réalisées à hauteur de 911 000 euros. Le capital de la dette et les travaux d'assainissement et des recettes réelles de 530 000 euros. Budget annexe suivant, déchets ménagers. Donc là, deux sections, fonctionnement, donc des dépenses réelles qui sont élevées à un peu plus de 8,95 millions d'euros. Donc en augmentation de 4,14% par rapport à 2019. Donc vous avez les principales évolutions avec la contribution de Trivalis notamment, qui a augmenté quand même d'un peu plus de 7%. La collecte également, le gardiennage des déchetteries en forte hausse d'un peu plus de 17%. Et le remboursement des frais de personnel et de gestion au budget principal. Les recettes réelles de fonctionnement, elles, se sont élevées à 9,5 millions d'euros, dont 9,44 millions d'euros pour la seule redevance incitative. Là encore en hausse. Et en investissement, donc toujours pour ce budget annexe, les dépenses et les recettes sont réalisées respectivement à hauteur de 1,4 million d'euros et de 157 000 euros. Budget annexe transport, donc des dépenses réelles de fonctionnement de 9,43 millions d'euros, qui correspondent à la contribution à CTY Impulsion, et puis des recettes réelles de fonctionnement qui sont élevées à 9,76 millions d'euros, constituées par le versement transport et la subvention du budget principal. Et enfin, les dépenses d'investissement qui sont montées à 240 000 euros. Aucune recette réelle d'investissement n'a été réalisée sur ce budget annexe. Et enfin, dernier budget annexe, celui des zones d'activité économique. Donc des dépenses réelles de fonctionnement réalisées pour 2,17 millions d'euros. Donc vous avez les détails des différentes dépenses réalisées. Et puis pour les ventes de terrain, donc en recettes, donc un peu plus de 963 000 euros. Et en dépenses d'investissement, donc des dépenses sur ce budget annexe de l'ordre de 289 000 euros, des recettes pour 556 000 euros. Donc voilà pour les budgets annexes. Et donc pour terminer, donc, vous avez le récapitulatif des résultats pour l'ensemble des budgets, résultats consolidés, donc avec le budget principal et nos 6 budgets annexes, avec le rappel des résultats d'investissement, des soldes à réaliser, du résultat de fonctionnement, ce qui fait donc un résultat global de clôture consolidé au 31 décembre 2020 pour notre compte administratif pour l'ensemble des budgets de un peu plus de 11,8 millions d'euros. Et donc l'affectation des résultats sera ensuite présentée dans un rapport suivant. Terminé. Merci mon cher Manuel pour cette présentation claire et précise. Incontestablement, vous le constatez, nous avons un effet Covid sur nos résultats budgétaires. Nous avons un effet Covid de 2 millions d'euros. À peu près, c'est ça, Manuel ? Bien. Il n'en demeure pas moins que le pari que nous avons osé il y a quelques années d'investir pour prospérer, est un pari gagnant. Pourquoi ? Parce que vous le constatez, nous avons eu 732 000, c'est ça, euros d'impôts économiques supplémentaires. Nous avons eu une croissance liée à ces investissements. Parce que nous avons mis en place ce cercle vertueux lié à la croissance, lié à l'investissement. Un investissement qui génère la croissance et qui attire des entreprises. Et là, je dirais que nous constatons l'effet positif de ce cercle vertueux. 22 millions d'investissements sur l'année, ça n'est pas rien, voilà, avec bien sûr un recours à l'emprunt, mais ça c'est grâce justement à cette réussite économique. Alors, certains esprits chagrins pourraient effectivement, comparaison n'est pas raison, mais nous comparer avec quelques territoires de notre strate, mais il faut savoir, et d'ailleurs Manuel Guibert en a très bien parlé, que beaucoup de collectivités usent d'un artifice, c'est-à-dire qu'ils utilisent les budgets annexes pour masquer véritablement le poids de la dette par habitant ou des ratios de désendettement. Nous avons fait un autre choix, nous avons fait le choix d'avancer en totale transparence sur un budget principal important, mon cher Manuel, et là on constate que non seulement nous continuons à investir, non seulement nous avons eu un effet finalement relatif de la crise, mais nous sommes en plus en bonne position dans notre strate territoriale. Donc tout ça, je crois que c'est aussi un peu grâce à notre action, et qu'il faut continuer à investir, il faut continuer à créer cette richesse, parce que je vous le rappelle, on ne peut pas distribuer de richesse que l'on ne crée pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Je regarde le tableau pour voir les mains se lever. Après, il y a des décalages liés au fuseau horaire, peut-être, je ne sais pas. Une question, Guy Battiot.
Guy, tu as la parole. Oui, je vais essayer de ne pas être trop chagrin, mais bon, je m'abstiendrai sur ce budget parce que c'est un budget qui fait l'état des lieux et que, bon, l'état des lieux, je n'ai pas de raison de le contester. Je m'abstiendrai parce qu'on avait voté contre le budget, comme on l'avait fait en l'expliquant, à la fois lors de la présentation du budget, ensuite lors des délibérations. Et puis parce qu'on regrette quand même un certain nombre de choses qui sont présentes ici et que nous avons combattues résolument, comme le financement du petit contournement par exemple. D'autres questions? Bien. Je vous propose de passer au vote du compte administratif. Qui s'oppose? Martine Chantecaille, Nicolas Hélary, Florence Lemaire, Stéphanie Barra. Guy Battiot. Tu t'opposes, Guy? Tu as dit que tu t'abstenais? Non, je suis allé trop vite. Tu as été trop Oui, vite? je suis allé trop Tu vite. comme Lucky Luke, plus vite que ton nom. Donc, abstention, Presque. Guy Battiot. Voilà. Merci pour votre confiance et merci pour la confiance que vous accordez à notre président. Je lui redonne la parole puisque je crois que c'est à lui qu'il convient d'affecter le résultat, n'est-ce pas? Et merci Manuel pour tout ce travail et tous les services autour de vous avec Jackie et toi. Merci à eux. Merci Yannick. Sur la délibération numéro 4. Délibération numéro 5. Il s'agit de l'affectation du résultat de clôture 2020 et c'est présenté par Manuel Guibert. Donc, suite au vote du compte administratif que nous venons de voir à l'instant et compte tenu donc, des restes à réaliser, il vous est proposé d'affecter les résultats de fonctionnement 2020 de la manière suivante. Donc vous avez le détail sur le projet de délibération avec le budget principal et nos 6 budgets annexes, avec le rappel des différents résultats et de l'affectation proposée. Merci. Y a-t-il des interventions? Des abstentions? Martine Chantecaille, Florence Lemaire, Guy Battiot, Nicolas Hélary, Stéphanie Barra. Y a-t-il des votes contre? J'étais sur le coup? Non, abstention. Merci. Délibération numéro 6, Manuel Guibert sur la modification, la décision modificative avec reprise des résultats 2020. Oui, tout à fait. Donc cette décision modificative, la première en 2021, qui correspond à notre budget supplémentaire, a pour objet évidemment donc, de reprendre les résultats d'exercice que nous venons de voir, d'inscrire également au crédit en report les restes à réaliser également vus juste à l'instant, et d'inscrire aussi des crédits pour ajouter certaines dépenses et recettes. Donc les mouvements budgétaires, tout budget confondu de cette DM, s'élèvent à 27,66 millions d'euros, dont un peu plus d'11 millions pour le seul budget principal. Donc les éléments les plus significatifs pour cette DM sont donc la reprise des résultats pour près de 9 millions d'euros, l'excédent de fonctionnement capitalisé 1,21 million d'euros, des restes à réaliser en dépenses de 2,13 millions d'euros et près de 5 millions en recettes, la mise en route du chantier insertion pour 53 000 euros, des ajustements de subventions pour 343 000 euros, des ajustements aussi pour tenir compte de l'avancement de certaines opérations d'investissement, et une réduction de l'emprunt pour 3,47 millions d'euros. Et enfin, dernier ajustement, donc l'autorisation de programme relative au projet Beautour, avec un basculement des crédits, un report de simplement de crédit de 2021 sur 2022 de 246 000 euros. Merci. Des questions? Des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Martine Chantecaille, Stéphanie Barra, Nicolas Hélary, Florence Lemaire. Merci beaucoup. La délibération est adoptée. La numéro 7, fonds de concours pour la commune de Rive-de-Lyon, et c'est Manuel Guibert qui nous la présente. Donc la commune de Rive-de-Lyon a demandé l'annulation de plusieurs fonds de concours afin de les réorienter vers de nouveaux projets.
Donc les fonds de concours à annuler concernent les opérations suivantes, donc la rénovation et l'extension de la salle de sport, des travaux de rénovation et d'extension de l'accueil périscolaire et de l'école Vallée de Lyon, et des travaux de sécurisation de l'acheminement piéton. Donc vous avez les plans de financement prévus de ces nouvelles opérations. La commune aussi sollicite l'annulation des fonds de concours accordés au titre de l'enveloppe complémentaire pour 2 projets. Et la commune enfin sollicite le versement d'un nouveau fonds de concours complémentaire au titre de la construction, cette fois d'une maison de santé, sur la commune déléguée de Saint-Florent-des-Bois. Donc il est proposé d'attribuer à la commune de Rive-de-Lyon, pour les communes déléguées de Chaillé et de Saint-Florent-des-Bois, des fonds de concours pour un montant total de 224 645 € pour l'enveloppe de base et un fonds de concours de 257 547 € au titre de l'enveloppe complémentaire. Merci. Des interventions. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? La délibération est adoptée. Manuel, toujours pour la numéro 8 sur les marchés publics. Oui, donc qui concerne la scène de musique actuelle. Donc il vous est proposé d'autoriser la signature d'avenants concernant cette opération pour divers lots de 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 13. Donc il s'agit de travaux modificatifs en plus et ou moins-value. Donc au total, ces avenants représentent un montant de plus 121 215,30 € hors taxe. Et donc la CAO a émis un avis favorable concernant l'avenant de plus de 5% pour le lot numéro 8. Et vous avez le détail dans le projet de délibération. Merci. Des questions? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? La délibération est adoptée. La numéro 9, Jackie Godard. Oui, ça concerne l'adoption de la charte de formation applicable aux agents de la Roche-sur-Yon agglomération. Donc depuis plusieurs années déjà, la ville, l'agglomération et le CCS de la Roche-sur-Yon, dans le cadre d'une démarche entièrement mutualisée, déploient des moyens importants et notamment financiers afin de permettre à leurs agents de bénéficier d'un large panel de formation, capable d'assurer par exemple l'intégration des fonctionnaires territoriaux par l'acquisition des connaissances relatives à leur environnement professionnel, l'adaptation à l'emploi ainsi que le maintien à niveau des compétences nécessaires à l'exercice des missions et leur développement, le respect pour l'ensemble des agents concernés des règles de sécurité à travers une offre variée de certificats d'aptitude à la conduite en sécurité ou encore d'habilitation spécifique. Le déploiement d'une politique ambitieuse de recrutement d'apprentis, près d'une quinzaine de jeunes chaque année, donnant lieu pour certains à des recrutements définitifs au terme de la formation. C'est près de 550 000 € qui sont ainsi consacrés chaque année par la ville, le CCAS et l'agglomération de La Roche-sur-Yon à la formation des agents, qu'il s'agisse de la cotisation obligatoire payée au CNFPT ou encore du recours à de nombreux prestataires spécialisés, un budget conséquent qui permet tous les ans à près d'un millier de partir en formation. Néanmoins, de nouvelles réformes sont venues très récemment modifier le cadre dans lequel doit s'exercer le droit à la formation des agents. Donc on peut citer la suppression du droit individuel à la formation, le DIF, et son remplacement par le compte personnel de formation. La possibilité pour l'ensemble des agents contractuels de bénéficier d'une gamme beaucoup plus large de formation, ou bien encore des règles de financement de l'apprentissage conduisant désormais la collectivité à prendre en charge jusqu'à 50% du coût de la formation aux côtés du CNFPT. Donc il convient d'intégrer tous les éléments à travers une réactualisation de la charte formation, donc un document que vous avez à votre disposition et qui a été présenté aux membres du comité technique. Donc on vous propose de l'approuver. Merci. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? La délibération est adoptée. Jackie Godard, Oui. toujours, pour la numéro 10. Oui, donc ça concerne la mise en œuvre des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections attribuées aux agents. Des agents de La Roche-sur-Yon participent régulièrement au bon déroulement et à la tenue des opérations électorales, telles qu'instituées par les dispositions législatives et réglementaires. Afin de valoriser cet engagement fort de la part des agents communautaires, il est proposé d'instituer pour tous ceux qui participent à ces opérations et conformément à la réglementation, des indemnités forfaitaires complémentaires pour élection. Donc vous avez le détail par la suite. Donc il y a un rappel des modalités de calcul des indemnités forfaitaires complémentaires pour élection. Donc les modalités de calcul du crédit global ainsi que les modalités de calcul des attributions individuelles. Donc pour mémoire, le secrétaire de bureau de vote, lorsque au moins 2 élections sont organisées le même jour,
perçoit 425 € brut. Si c'est sur une seule élection, c'est 325 € brut. Concernant les agents autres mobilisés sur toute la journée du scrutin, 325 € brut. Et les agents autres mobilisés sur une demi-journée ou moins, 162,50 € brut. Lorsque le scrutin donne lieu à 2 tours, les montants fixés ci-dessus sont attribués pour chaque tour de scrutin. L'indemnité peut être versée autant de fois dans l'année que celle-ci comporte d'élections. Concernant les bénéficiaires des indemnités forfaitaires complémentaires pour élection, elles peuvent être attribuées aux agents titulaires et stagiaires, aux agents contractuels de droit public. Les agents employés à temps non complet ou temps partiel peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. Une facturation du coût total des IFCE versés sera effectuée à la ville de La Roche-sur-Yon sur la base d'un état récapitulatif nominatif. Voilà donc concernant cette délibération. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Yannick David pour le numéro 11 sur l'aide au loyer commercial. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous le savez toutes et tous, désormais, nous sortons du confinement. Alors, à pas de loup, peut-être de façon pas complètement satisfaisante, mais en tout cas, nos commerces réouvrent et nous en réjouissons. Nous avons cependant une pensée pour des établissements qui sont fermés depuis le tout début du confinement. Ce sont les établissements de nuit. Des établissements de nuit qui, pour l'instant, n'ont aucune ligne d'horizon, puisqu'il n'y a pas de date qui nous a été donnée pour la réouverture de ces établissements. Et donc, nous vous proposons ce soir de poursuivre notre politique volontariste d'aide aux commerçants, aux commerces fermés, d'aide au loyer, avec, ça doit être le volet 4 maintenant. On souhaite le volet 4, le volet cadre d'aide au loyer commercial pour ces établissements. Alors, des établissements qui sont circonscrits à une liste qui vous a été, je crois, adressée. 3 établissements, le Macumba, la discothèque Le Privé et la discothèque Le Privilège. Un établissement à Landronde, un établissement à Muron et un établissement à La Roche-sur-Yon. Ce sont des établissements qui n'ont pas du tout réouvert. Il y a eu, vous savez, quelques périodes où des établissements de nuit pouvaient réouvrir avec une notion de bar de nuit. Là, ce sont vraiment des établissements fermés depuis le début. Et voilà, vous avez les dispositifs d'aide et d'accompagnement à ce loyer pour qu'ils puissent traverser cette crise. Mais c'est vrai que je suis très inquiet pour le monde de la nuit. Alors, certains pourraient dire que le monde de la nuit n'est pas indispensable à la vie sociale. Je ne partage pas tout à fait cet avis. Je pense qu'ils participent aussi à la vie sociale. En tout cas, nous avons une pensée pour eux et ils peuvent nous trouver à leur côté. Merci Yannick. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Je précise que Malik Abdallah ne participe pas au vote. Anne Aubin-Sicard sur la numéro 12, l'avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs relatifs au démarrage de la recyclerie. Oui, peut-être vous resituer le contexte. On se situe un petit peu dans la logique des aides financières Covid ici. On a signé en 2017 avec 2 autres EPCI, Vie et Boulogne et puis le Pays des Achats, une convention avec l'éco-cyclerie lyonnaise qui a changé de nom, qui porte désormais le nom de Chantier du Réemploi. Et l'objectif, donc, par cette convention, c'était d'aider l'éco-cyclerie à démarrer son activité. Et on avait acté sur la période 2018-2021 une subvention d'accompagnement qui représentait un total de 290 000 €. Alors il se trouve qu'on avait prévu pour cette année une subvention de 40 000 € dans le cadre de ces 290 000 €. Et puis le contexte Covid est arrivé, les ventes d'objets n'ont pas pu avoir lieu sur une longue période du fait des confinements successifs et donc l'éco-cyclerie est revenue vers les 3 EPCI pour leur demander un versement de subvention complémentaire de 10 000 €, donc au lieu de 50 000 €. Et donc le prorata se fait en fait aux proportions de la population de chacune des 3 collectivités, de chacun des 3 EPCI, sur la base de la population INSEE. Et donc vous avez dans la délibération la répartition pour chacune des agglomérations, mais le total représente 10 000 € d'aide supplémentaire liée au contexte de la crise sanitaire. Merci Anne. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? La délibération est adoptée. Numéro 13, Anne, toujours sur la convention avec Vendéo. Alors c'est une convention ultra technique qui concerne en fait une commune de l'agglomération, La Ferrière, qui a changé de mode de gestion en matière d'assainissement depuis le 1er juillet 2020 pour une durée de 18 mois, qui était en DSP et qui est maintenant en marché de prestation de services. Donc il faut simplement repasser une nouvelle convention avec Vendéo
pour la refacturation du service assainissement, pour acter simplement ce changement de mode de gestion dans la nouvelle convention. Merci. Monsieur Larry. Oui, merci. Juste une explication de vote très rapide. Comme vous le savez, nous sommes favorables à un grand service public de l'eau pour l'agglomération. Pour cette ressource vitale qu'est l'eau, ce service public devrait permettre à la fois d'assurer les investissements sur le réseau, d'assurer les prix les plus justes aux contribuables, tout en étant entièrement maîtrisé par les citoyens et les élus. On voit bien sur la question de la distribution de l'eau potable que le transfert de compétences à Vendéo ne permet pas de répondre à ces trois impératifs de qualité de service, de prix et de transparence démocratique. Dès lors, nous nous opposerons à cette délibération qui rentre dans la logique d'un système que nous ne cautionnons pas. Merci. Je vous rappelle que sur le sujet, il est question d'assainissement. On vote bien sur la question de l'assainissement, on n'est pas sur l'eau potable, donc il ne faut pas tout mélanger. Oui, c'est de l'assainissement, il ne s'agit pas de l'eau potable. Bien. Y a-t-il donc des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Merci. Monsieur Barra, Madame Chantecaille, Monsieur Elary et Madame le maire. La numéro 14, Anne. Oui, alors on va avoir trois délibérations objets similaires. Donc c'est une délibération qui a trait à un projet de lotissement à la Ferrière par la société AM Invest. Et donc dans ce cadre-là, il y a un projet de convention de transfert des réseaux d'eau usée à l'agglomération. Donc c'est ce projet de convention de transfert du réseau d'eau usée qui vous est proposé ce soir. Merci. Donc sur la numéro 14, y a-t-il des interventions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Il s'agit toujours des eaux usées. Numéro 15, toujours avec les eaux usées et pour les eaux pluviales sur l'opération de logement avec Vendée Logement. Voilà, alors cette fois on est à Aubigny-les-Clouseaux avec un projet qui sera réalisé par la coopérative vendéenne du logement, 27 logements et une convention de transfert des réseaux d'eau usée et pluviale vous est également proposée ce soir au vote. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Numéro 16, pour cette fois-ci, sur le hameau des Chanterelles, à la Ferrière. Voilà, donc c'est la société Terimo, cette fois, qui est concernée et qui a un projet effectivement à la Ferrière. Donc une convention, là aussi, de transfert des réseaux d'eau usée et pluviale à conclure avec l'agglomération. Merci. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? La délibération est adoptée. La numéro 17, Alexandra Gavorio. Sur l'entretien, la maintenance et le renouvellement des colonnes enterrées pour l'autorisation d'une signature de marché. Est-ce que tu es avec nous, Alex? Oui, je confirme. On ne t'entend pas. Et on ne te voit pas. Donc il faut que tu remettes ta caméra. Le son, vous m'entendez pas? Pas bien. Je sais pas comment faire. On va augmenter ici, bouge pas. Voilà. Là, c'est mieux là? C'est mieux pour nous. Ok. Donc il s'agit d'un marché pour l'entretien, la maintenance et le renouvellement des colonnes enterrées qui comprend la maintenance préventive, la maintenance curative, la fourniture, le transport et la pose de colonnes complètes, y compris le dispositif de contrôle d'accès quand le renouvellement des colonnes est à réaliser. Un premier marché a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général et relancé en début d'année 2021. 2 entreprises ont déposé une candidature. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 21 avril dernier, a décidé d'attribuer le marché à l'entreprise Sulo, qui est située en Ille-et-Vilaine, pour un montant estimatif annuel de 204 864,60 €, sachant que le marché est conclu pour une durée de 1 an, reconductible 2 ans, soit 3 ans maximum. Donc, il vous est proposé de prendre acte de l'attribution de ce marché à l'entreprise Sulo et d'autoriser le président ou le vice-président à le signer. Merci Alexandra. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. La délibération est adoptée. Laurent Favreau pour la numéro 18.
Bien, bonsoir à tous. Il s'agit d'une convention de financement pour une étude de mobilité ferroviaire sur la ligne Nantes-Bordeaux, ou plus précisément La Rochelle-La Roche-sur-Yon. Donc cette ligne, comme vous le savez, va être réouverte à partir de l'été 2021 et elle comprend aujourd'hui 4 allers-retours entre donc Nantes et Bordeaux, donc 3 intercités et un TER. Il y a eu de décider par l'État la création d'un 4e aller-retour, d'un 5e aller-retour. Donc véritablement, il faut, avant de lancer cette opération, financer une étude de mobilité permettant une évaluation fine des besoins de déplacement et long et moyen terme pour orienter les décisions, les solutions de transport. Donc il y a tous les EPCI qui seraient partenaires. Donc cette étude aurait pour principaux objectifs donc les études de mobilité, la gouvernance de l'étude et enfin les participations financières que vous trouvez dans cette convention. Donc cette étude se réaliserait en 2 phases, avec une première phase sur le diagnostic de la mobilité territoriale et enfin une 2e phase qui étudierait les scénarios de développement d'offres et l'élaboration d'un plan d'action à moyen et long terme. Cette étude se déroulerait sur 12 mois, avec une première étude, la première phase de l'étude estimée à 8 semaines et la 2e phase à 16 semaines. Dans cette gouvernance seraient présents les 2 présidents ou présidentes ou leurs représentants de la région Nouvelle-Aquitaine et Pays de Loire, ainsi que les présidents ou leurs représentants des 6 intercos concernés le long du trajet. Et il réaliserait donc des comités de pilotage ainsi que des comités techniques pour élaborer cette étude. Au niveau du financement, ce serait un coût prévisionnel de près de 100 000 € au total et il serait appelé des fonds à hauteur de 8,33% pour la Roche-sur-Yon agglomération dans le cadre de la clé de répartition que vous avez dans votre délibération, ce qui ferait une participation maximum de 8 330 €. Voilà, Monsieur le Président. Merci pour cette étude qui est importante, à mon avis. Monsieur Battiot. Guy. Et vous m'entendez, c'est bon là ? Oui. Oui, ok. Bah, évidemment, cette étude est indispensable et on se félicite qu'un tel projet d'avenir puisse enfin voir le jour. Nous l'avons toujours lié, nous, au rejet de l'autoroute qui devait se faire dans le sud de Vendée. On retrouve le même problème que sur le petit contournement de la Roche. Les voies ferrées sont indispensables à la transition énergétique et il est évidemment très intéressant de se pencher sur le nombre de personnes qui pourraient les emprunter. Donc, on votera cette délibération, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai plusieurs remarques à vous faire. Tout d'abord, dans le diagnostic mobilité, dans le cadre de la transition énergétique ou écologique, si on élargit, l'offre est au moins aussi importante que le besoin. C'est-à-dire qu'il faut que les collectivités soient à l'offensive sur ce type de transport. Parce que si on offre un transport performant, les gens prendront le train. Si on leur demande s'ils veulent prendre le train alors que les horaires ne correspondent pas vraiment à leurs besoins, évidemment, on tombe à côté de la plaque. Donc j'attire votre attention dans cette étude de mobilité sur ce fait-là. Les collectivités doivent être à l'offensive sur ces propositions de mobilité douce. Enfin, je note que la 2e voie est mise en mesure conservatoire. Là aussi, si on veut un service performant et surtout qui puisse desservir ce qu'on appelle les petites gares, sans que ce soit péjoratif pour les communes en question, il faudra doubler la voie, autrement ce sera très compliqué de faire passer en même temps ces petites dessertes et un nombre de trains important, type intercité ou autre. Donc nous souhaitons que cette 2e voie se fasse vite. Et là aussi, c'est l'offre qui permettra un changement des mobilités, voire un changement des modes de vie, et ce sera indispensable dans les années à venir. Donc je demande à notre collectivité de solliciter le COPIL pour que cette 2e voie soit tout de suite envisagée, le plus rapidement possible. On n'a pas beaucoup d'années pour mettre en place les alternatives à la mobilité voiture. Autre chose sur le comité de pilotage. On peut comprendre que le tour de table associe les principales collectivités, ça paraît logique, elles sont les premières concernées. Mais vous savez aussi qu'il y a des experts d'usage que sont les utilisateurs. Convenez avec moi que les utilisateurs réguliers ou potentiels ne sont pas forcément les membres de ce COPIL. Des associations comme la FNOT, d'ailleurs citée par ailleurs dans la délibération, et d'autres bien sûr, ont à notre avis une analyse fort intéressante de la situation et surtout des perspectives qui s'ouvrent. Je ne vois pas, ni dans le comité technique, ni dans le comité de pilotage, leur présence
ou tout au plus, entre guillemets, au besoin. C'est à mon avis une faute. Il faut absolument associer ces usagers qui ont l'expertise que n'ont pas les élus du tour de table. D'ailleurs, on le voit bien dans les Libérations, puisque la proposition de desserte locale vient d'une proposition de la FNOT et d'une autre association. Aussi, je vous demanderai, au nom de notre collectivité, agglomération, de faire cette demande auprès des signataires de cette demande d'étude pour que soit proposée la participation effective des usagers, au moins à travers leurs associations. Je vous remercie. Laurent. Alors effectivement, j'entends tous tes propos, Guy, et je ne peux que m'y associer. Par rapport à ce que fait que l'agglomération soit offensif par rapport à l'offre de transport ferroviaire, on a déjà rencontré avec le président, on a déjà échangé avec les gens de la SNCF. On a déjà essayé de travailler aussi avec Malik par rapport aux étudiants, à regarder comment est-ce qu'on pouvait travailler, par rapport aux offres aussi sur les professions médicales. Donc on n'est pas en reste sur un certain nombre de dossiers par rapport à ces services ferroviaires. Et évidemment, on est tout à fait conscient que l'offre des horaires vient évidemment accentuer le besoin ou l'inverse, où c'est les horaires qui viennent compenser un besoin. Donc on est évidemment très en recherche par rapport à ça et on travaille activement sur le dossier. Quant à la deuxième voie effectivement, c'est indiqué. Et je pense que c'est tout l'intérêt de l'étude. C'est aussi, alors même si tu l'affiches comme une nécessité absolue, je peux le comprendre, mais effectivement, ça fait partie de l'étude où cette étude montrera les différents scénarios possibles. Et je pense que nous serons à même d'aller essayer de défendre cette option-là le plus ardemment. Et les autres, comme je crois savoir qu'elles sont aussi sur ce créneau-là. Quant aux utilisateurs, alors je sais que je ne suis pas un expert en tout, ça là-dessus je suis complètement d'accord avec toi. Toujours est-il qu'on a surtout à cœur de représenter les différents intervenants. Donc oui, pourquoi pas faire part de ton souhait. Maintenant, moi peut-être ce que je suis capable de proposer, si M. le Président est d'accord, c'est plutôt de faire des réunions en préparation de tout ça et qu'on puisse échanger sur votre vision, sur votre souhait, sur vos envies et que, par l'intermédiaire du Président ou de moi-même, lors de ces réunions de travail-là ou de ces copiles, nous soyons à même de faire remonter votre vision qui sera débattue au sein de notre collectivité. Donc je pense que ce sera quelque chose qui sera peut-être un peu plus facilement entendable que directement demander la présence des différentes associations qui, somme toute, peuvent être très nombreuses et qui viennent complexifier évidemment la réalisation d'un copil, mais je peux me faire le garant de ramener ce que vous seriez capable de nous amener. Merci. Et Guy, vous avez oublié de l'abaisser ou vous redemandez la parole? Non, je veux bien dire un petit mot là. Ah, pardon. Juste pour compléter, ce sera avec grand plaisir que j'irai, mais il ne s'agissait pas de moi ou de nous, là, il s'agissait vraiment des usagers. Donc voilà, c'est bien dans ce comme sens. ça, même si je vous aime bien, Guy, il n'y a pas de problème, mais sur le fond, c'est rencontrer l'ensemble des usagers de la Roche-sur-Yon agglomération pour qu'on puisse mettre sur la table lors d'une réunion cette histoire du ferroviaire et avec tout ce que ça emmène derrière. Je pense que ça peut être intéressant aussi peut-être d'en débattre lors d'une commission dans un deuxième temps sur les transports, il n'y a pas de souci. Bon, ça, je suis preneur, pas de problème. Et deuxième chose, est-ce qu'au moins, avant que le rapport soit officialisé ou transmis, est-ce que justement, il ne pourrait pas y avoir un dialogue avec les usagers? Parce que, je le répète, ils ont conscience, eux, d'un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Et dans cette lecture de rapport, on peut éviter des boulettes ou des erreurs que les usagers vont voir et pas forcément les gens qui font l'étude et qui pratiquent. C'est le sens de ma demande. Non, mais j'essaierai de faire au mieux. Je vais réinterroger par rapport au début des dates de l'étude et qu'on soit bien en phase et qu'effectivement on ait plutôt anticipé plutôt qu'à subir le rapport ou la fin de l'étude. Parce que vous savez que les études, on aime bien, mais on n'en est pas non plus friand à ce point-là. Par contre, si elles sont utiles, évidemment que là, elles deviennent intéressantes. Donc pour qu'elles soient intéressantes, il faut qu'elles soient partagées. Donc je serai à même de vous interroger sur le sujet. Merci Alain. Merci. Non, merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Laurent, toujours pour un fonds de concours sur les modes de déplacement doux pour la commune de Némy. Les gens du voyage d'abord. Ah pardon, j'ai les gens du voyage d'abord. François Gillet. Pardon François, à toi de jouer. Oui, merci Luc. Donc une délibération concernant la création
d'un nouveau tarif concernant les aires d'accueil des gens du voyage. Donc vous le savez, le territoire de la Roche Agglomération, mes chers collègues, possède donc 3 aires d'accueil: Sainte-Anne, Les Clays et Les Molaires, et un terrain de grand passage. La gestion des aires est confiée à Solia, et donc pour tenir compte du contexte sanitaire ou d'autres circonstances exceptionnelles qui sont évoquées dans la délibération, il est proposé à notre instance délibérante de créer un tarif forfaitaire venant donc remplacer sous certaines conditions le tarif journalier en consommation d'eau et d'électricité. Dans la délibération, vous trouvez les situations qui sont concernées par ce forfait, donc la crise sanitaire sur la période maximale de l'état d'urgence et la panne rendant impossible la facturation pro rata de la consommation. Ce dispositif ayant été testé ces dernières semaines, il vous est donc proposé de décider la création de tarifs forfaitaires pour les familles d'1 à 2 personnes, 30 € TTC par semaine. Pour les familles de 3 à 4 personnes, 35 € TTC par semaine. Pour les familles de 5 personnes et plus, 40 € TTC par semaine. Et donc de décider que ces tarifs s'appliquent sur les 2 situations évoquées et de sa mise en application. Et d'autoriser donc Luc Boire, président, et Laurent Favreau, vice-président, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Voilà, mes chers collègues. Merci François. Y a-t-il des interventions, des abstentions, des votes contre? La délibération est adoptée. Laurent, pour le numéro 20. Il s'agit donc d'une modification du montant du fonds de concours attribué à la commune de Nîmes pour un projet. En fait, il avait été déjà délibéré le 31 janvier 2019 sur un premier montant, mais selon un plan de financement prévisionnel. L'opération étant un peu plus élevée, il vous convient de délibérer sur une augmentation du fonds de concours pour la commune de Nîmes de 500 € supplémentaires. Donc on trouve bien les 26 243 votés au 31 janvier 2019, plus les 500 € que nous vous proposons d'affecter ce soir pour l'opération de l'âtre Fontenelle, pour un total de 92 767,40. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, tu pourrais leur annoncer qu'ils auront donc 500 €. C'est ça. Merci. J'espère qu'ils feront une inauguration. C'est ça pour les 500 €. Sophie, sur la numéro 21, Sophie Montaletan, convention partenariale d'objectifs et de moyens entre La Roche-sur-Yon Agglomération, La Roche et la maison départementale des adolescents de la Vendée. Oui, merci. Alors effectivement, la maison départementale des adolescents de la Vendée, donc la MDA, est un lieu qui s'adresse aux adolescents de 11 à 21 ans, à leurs parents ou aux professionnels. Il s'agit d'un lieu d'écoute pour les jeunes et pour leurs parents, d'orientation, de conseils, d'information, mais également de consultations spécialisées. La MDA organise également des actions collectives, type conférences, débats ou groupes de parole, sur des thèmes concernant les adolescents. Et puis enfin, elle travaille en réseau, notamment pour les professionnels. Alors, compte tenu du fait que les activités de la MDA constituent un service d'intérêt territorial, il est proposé ce soir de valider la conclusion d'une convention partenariale d'objectifs et de moyens, donc entre la ville de La Roche-sur-Yon Agglo et la maison départementale des adolescents de la Vendée. Donc cette convention prévoit les obligations de chacune des parties, notamment pour la MDA, l'obligation d'intervenir de façon concertée et puis de développer, d'animer des temps de parole en direction des parents. Pour la ville de La Roche-sur-Yon, donc la ville va mettre à disposition des locaux gratuitement, plus adaptés que ceux actuellement utilisés pour l'accueil des adolescents et des parents, donc pour la tenue des permanences. Et puis enfin, La Roche-sur-Yon Agglomération va notamment accorder une subvention de 5 000 € au titre de l'année 2021, donc proratisée à la date de conclusion de la convention. Et puis il est précisé que pour les années suivantes, le conseil d'agglo décidera annuellement en concertation avec la MDA du montant annuel à verser. Voilà, la convention est annexée et nous sommes particulièrement opportunes compte tenu du contexte sanitaire. Merci Sophie. Guy Bathiot.
Oui, j'approuve le montant de cette subvention, même si j'ai du mal à me rendre compte si ce montant de 5 000 € correspond bien à la demande. Je voulais juste ajouter moi aussi, mais vous venez de le dire dans votre conclusion, que les adolescents sont à une période très critique de leur vie et souffrent particulièrement du confinement. Et je peux même aller au-delà du confinement face à des écrans parfois, et surtout de l'impossibilité de se rendre à l'école autant qu'ils y allaient avant. Donc la rupture du lien social à cette période de la vie est extrêmement importante. Et pour avoir travaillé il y a quelques années au centre de soins des adolescents à l'hôpital sud de La Roche-sur-Yon, c'était une demande récurrente que de disposer d'un tel centre qui puisse être à la disposition et des adolescents et des parents, les deux. Donc j'approuve ô combien cette démarche et je pense qu'il faudra regarder au niveau du montant parce que les demandes vont à mon avis s'accentuer dans les jours qui viennent. Merci. Merci Guy. Le montant, c'est tout simple, Guy, c'est qu'ils ne nous ont pas fait de demande spécifique. En fait, il s'agit ici d'amorcer notre collaboration, puisque nous n'avions jamais eu de demande jusqu'à présent, je vous l'ai dit l'autre jour en conseil municipal. Et c'est suite à différentes rencontres où nous nous sommes dit c'est quand même dommage de ne pas travailler ensemble pour les adolescents de l'agglomération. Et donc là, c'est un peu l'amorce de ce que l'on va pouvoir faire en travaillant ensemble, sachant que la ville de La Roche-sur-Yon met à disposition les locaux et l'agglomération prend en charge la subvention, ce qui nous permet d'avancer pour les adolescents qui, tu as raison, vous avez raison, pardon, souffrent beaucoup de cette période. Et ceux qui en ont à la maison, c'est mon cas, le savent tout particulièrement. Y a-t-il des votes contre? Et y a-t-il des abstentions? Merci. Une dernière délibération. Pour David Belli sur le tarif de la mise à disposition des équipements sportifs communautaires auprès des lycées et des collèges et des établissements supérieurs et professionnels. Oui, c'est ça, merci Monsieur le Président. Vous avez quasiment tout dit, effectivement. Les équipements communautaires sportifs, à savoir piscine, patinoire, sont régulièrement sollicités par les établissements scolaires. Il convient donc de fixer le tarif. Et donc nous vous proposons les tarifs que vous trouvez à la suite de la délibération, avec un tarif légèrement inférieur pour les collèges que pour les lycées et les établissements d'enseignement supérieur. Et pour éviter de reprendre la même délibération tous les ans, je vous propose de la réévaluer annuellement sur la base d'un indice INSEE du coût de la construction. Merci David. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Merci, la délibération est adoptée, le conseil d'agglomération est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et nous nous mettons rendez-vous pour le mardi 6 juillet 2021. Au revoir. Bonsoir à tous.